Bonjour à tous. Alain voulait un petit peu brosser. Le problème qui nous anime, c'est que globalement, quand je fais le Tour de France 3 fois par mois, je trouve qu'il y a de moins en moins de paysans qui gagnent de l'argent. En fait, il y a une vraie crise agricole et il y a une crise qui se cumule avec je dirais, un changement du climat. Le changement du climat, vous ne devez pas avoir peur de ça, vous êtes paysan. Ça change tous les jours en fait. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans la relation climat, manque d'eau, pas assez, et la gestion de nos systèmes qui patinent. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus nulle part, vous mettez de plus en plus d'engrais, la qualité, on a du mal à la caler, et on se pose des questions sur la rentabilité de nos systèmes à cause de l'ajout permanent des intrants. On a fait plein de trucs, hein. On nous a dit qu'il faut mettre moins d'engrais. Bon, il y en a qui l'ont fait, ça ne marche pas beaucoup mieux que ceux qui en mettent beaucoup. Bon, puis de toute façon, ça coûte toujours cher et on n'a pas résolu quasi aucun problème. Il y a toujours des fuites, il y a toujours de l'eau polluée, il y a toujours des problèmes, il y a toujours de la chimie, on en passe des meilleurs, il y a de moins en moins de biodiversité. Et on se rend compte que dans la période qui nous intéresse jusqu'en 2050, il va falloir résoudre tous les problèmes d'un coup. Je veux gagner de l'argent, c'est la triple performance de la politique agricole qui se dessine. Je veux protéger l'environnement, c'est un impératif, et je veux que ça produise. Je veux gagner de l'argent. Et pour que ça produise, il faudra en plus de la qualité pour aller sur les marchés. Aujourd'hui, on rentre de Chine, on y a présenté le programme agro. Vous avez 500 millions de Chinois qui ont le même niveau de vie que vous et moi. Donc ils sont capables d'acheter du vin, mais ils deviennent exigeants sur la qualité de leur vin. Donc vous voyez, il va y avoir un vaste changement. Et la France, comme elle ne peut pas forcément produire des produits agricoles de masse, malgré qu'elle soit un grand producteur agricole mondial, elle est obligée de produire le plus possible de masse, mais de la qualité partout. Donc on a des petits soupçons que les grands leviers pour résoudre tous les problèmes à la fois, ils vont être agronomiques. C'est dans vraiment le métier de l'agriculteur, cette relation sol-plante, plantes-animaux, l'agriculteur au milieu, le sol dans le débat. L'approche agronomique, une approche généraliste qui explique les relations entre les êtres vivants, le sol, la plante, les animaux, les hommes, etc. C'est là-dedans que vous avez le plus gros levier économique, social et environnemental. Alors la plante, pourquoi la fertilité des sols? C'est la base de tout ce qui va arriver. C'est-à-dire que si la terre devient fertile, vous avez gagné la bataille. Une terre fertile, c'est une terre qui produit beaucoup avec peu d'intrants. C'est une terre qui intéresse mes enfants, c'est-à-dire les générations futures. Donc vous êtes complètement dans le développement durable, d'accord? Et vous êtes dans une approche qui vous permet de positionner de la productivité. Donc la terre fertile, ça a été oublié. Personne ne sait ce que c'est la terre fertile. Les uns pensent que c'est en mettant plus d'engrais, les autres en mettant plus de je ne sais pas quoi. Enfin bref, elle est physique, chimique et biologique. Voilà ce qu'on apprend. En fait, c'est à peu près ça, mais c'est pas ça. Premier travail, en fait, tous dans le monde entier, on est piégé dans une spirale de dégradation de l'environnement. C'est toujours la même. Je vais en Amérique du Sud, je vais au Sahel, je vais dans un pays où coule le lait et le miel dans la Bible, hein, c'est le désert. Hein, voilà, et donc partout, les hommes font la même erreur. Alors certains hommes, je dirais ceux du vieux monde, les Européens globalement, qui ont hérité de cette culture du croissant fertile. En fait, vous avez les écosystèmes, la forêt, la prairie, ça vous protège l'environnement. C'est ce qu'on a rabâché à tout le monde, c'est parfait, sauf que moi je ne mange pas l'herbe et je ne mange pas le bois. Donc il y a un petit problème, si je veux être paysan, si je veux nourrir la société, etc., il faudra bien produire autre chose que de l'herbe et de la forêt. Donc, premier travail, pourquoi ça protège l'environnement? En fait, il faut d'abord comprendre pourquoi on le dégrade. Et donc, dès que vous mettez un outil, vous enlevez le végétal du sol, vous allez installer une spirale de dégradation de l'environnement qui vous conduit à la désertification. C'est-à-dire, j'enlève le végétal du sol, je déboise ou je laboure ma prairie,
Et donc la première chose que vous allez perdre dans ce système-là, c'est la fertilité, c'est la biodiversité, tout ce qui est au-dessus du sol, le végétal. Vous l'enlevez. Je défriche. Et donc, en enlevant la biodiversité végétale et en partie animale, vous allez avoir des sols nus qui vont perdre un élément important de leur fonctionnement. Donc, premier élément qu'on perd, c'est le végétal et toute la biodiversité qui va avec. Et donc, on va perdre, en fait, la fertilité organobiologique tout de suite. Parce qu'on n'a pas compris à quoi sert le végétal. Et donc, en perdant cette fertilité, on continue à travailler parce que les sols sont durs, on va perdre la matière organique. C'est la troisième chose qui arrive. Très rapidement, en 20 ans, une prairie labourée, elle a perdu la moitié de sa matière organique initiale. Mais je vais chez un maraîcher, ça se fait en 5-6 ans, cette affaire-là. Tellement il intensifie, il fait de la terre fine et il va à bloc là-dedans avec des outils et autre chose. Donc il va oxyder l'humus, on va le perdre. Et une fois que vous avez perdu cette matière organique du sol, qui est une espèce de colle, qui agrade, qui structure, qui conserve et qui vous gère le système, vous allez avoir de la compaction. Votre sol, il devient du béton. Et il devient du béton d'autant plus rapidement que vous allez chauler, amener du fumier et irriguer. Les 4 techniques qui donnent le désert, c'est j'enlève le végétal, je travaille le sol, je chaule, j'irrigue et je mets du fumier. Et avec ça, j'ai fait le désert du Sahara et de la Palestine. Alors c'est terrible parce qu'on n'a pas compris à quoi ça servait tout ça. Et donc une fois que le sol va commencer à se prendre en masse parce qu'il a perdu sa matière organique, vous allez avoir de la battance, de l'eau qui ruisselle, qui ne s'infiltre plus et de l'érosion. Donc tous les problèmes de l'eau vont arriver de pire en pire et de plus en plus. Et cette phase-là très particulière, elle va entraîner une conséquence dramatique pour l'écosystème, c'est-à-dire que vous n'approvisionnez plus les nappes, vos rivières se transforment en oued, il pleut, c'est comme si je verse un seau d'eau, ça va tout de suite au caniveau, c'est rincé, lavé, mais ça n'infiltre plus la terre et vous perdez l'eau réellement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Youpi, youpi, il faut irriguer parce que j'ai pas assez d'eau. Donc on vide les nappes une deuxième fois par irrigation, et puis à un moment donné, vous êtes piégé dans la perte de l'eau et la perte de rendement, puisqu'on commence à avoir des systèmes où on nous ferme les robinets parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour la ville, etc. Parce que finalement, on a oublié qu'une nappe, ça doit se réapprovisionner. Là où l'eau tombe, elle doit s'infiltrer, elle ne doit jamais ruisseler. Et donc, il y a des vraies difficultés. Donc, on vous ferme le robinet, catastrophe, c'est la sécheresse, et une belle sécheresse, allez, imaginez qu'il arrive 2003 à nouveau maintenant, on serait très très mal. En fait, notre pays ressemblerait à un désert. Et donc la grande difficulté de l'agriculture, c'est de comprendre ça. C'est vrai partout, partout, partout dans le monde. Ça va plus ou moins vite selon le climat. Plus il fait chaud, plus ça va vite. Plus il fait froid, plus ça va doucement. Donc il y a des agricultures au nord de l'Europe où cette spirale va mettre 200-300 ans à s'installer, alors que je vais au Maroc, c'est dans les 5 années, je suis là. Vous voyez? Donc, des très très grandes difficultés. Il faut récupérer la mise, il faut que je comprenne à peu près où j'en suis dans mes pratiques. Et puis l'idée, c'était de revenir là, c'est-à-dire de regarder ce que fait la nature et de faire une agriculture qui copie le fonctionnement de la nature. Bon, c'est un vrai pari, c'est un vrai pari. Et en fait, on a eu la chance de voir des agriculteurs qui ont incubé ça et qui réussissent ces raisonnements-là. Alors, regardez votre modèle de la nature, il est très simple. Il n'y a pas de CO2 dans l'air, 0,04%, pas de ressources. Avec rien, je fais toute la vie sur Terre. Excusez la performance, d'accord? Et moi, j'ai peur de manquer de tout, de l'eau, de la nourriture, etc. Non, avec rien, je sais tout faire. Voilà ce que me dit la forêt, la prairie, l'écosystème. Et en fait, ça marche comment? C'est un truc très simple. Dès que la plante va pousser, elle va récupérer du CO2. Elle fait de la matière organique, photosynthèse. Avec du gaz, je fais de la matière. Et cette matière, elle va servir aux autres. Donc, elle va être consommée. Donc, une vache passe par là, elle mange de l'herbe, etc. Elle va polluer tout de suite, elle va renvoyer du CO2. Mais mieux que ça, elle renvoie du CO2 et du méthane.
Alors on dit le méthane ça pollue, les vaches polluent, le changement climatique c'est à cause des vaches. Vous oubliez, les vaches elles sont utiles parce qu'elles envoient du CO2 rapidement assimilable et du CH4, du méthane, lentement assimilable, parce que tous les êtres vivants de la Terre fonctionnent sur deux piliers, des sucres lents et des sucres rapides. Et dans l'air, il y a des gaz lents et des gaz rapides. Et c'est nécessaire. Et ce n'est pas compris. Donc finalement, vous avez toute une bande de pollueurs qui va arriver, dont je fais partie. Je mange des plantes, je recrache du CO2. En fait, ce n'est pas la vache qui pollue, c'est l'homme, hein, réellement, c'est le plus grand pollueur, parce qu'il va chercher de la matière organique, du pétrole et du charbon, qui n'a plus rien à faire dans le cycle d'aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, je suis obligé de polluer parce qu'il n'y a pas assez de CO2, donc je le redonne à l'air, et le sol va apparaître comme une entité de recyclage. Tout ce qui tombe sur le sol est biodégradé. Et en fait, une feuille morte, une racine, un résidu, de la paille, du bois, ça se transforme en élément chimique simple, tableau de Mendeleïev qui arrive, et la racine reprend les éléments minéraux pour pousser. Et donc vous avez un cycle infernal, sans fin, vous avez éternellement la vie, avec beaucoup de biodiversité à tous les étages, les plantes, les êtres vivants associés, le sol, et tout le monde, en fait, une fois que la plante a récupéré le CO2, tout le monde s'évertue à polluer, à le redonner. Alors, des schémas très simples, la plante, le gaz en matière, et le sol, la matière en gaz. Voilà. Et ça recycle tout parfaitement, et plus je recycle, plus je nourris, plus je produis. Donc en fait, le sol doit être nourri avec de la matière organique fraîche, de la fibre, de la paille, des racines, des feuilles. Et plus le sol va manger des éléments frais, plus il va produire. Et ça, c'est vrai pavé. Ah mince, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et du coup, plus il va avoir de biodiversité, plus il va recycler. Et mon job, c'est de copier ce système-là en agriculture et de le récupérer et de le performer. Alors ça tombe bien, on a plein de technologies pour le faire, et bien il faut y aller. Il ne faut pas hésiter 2 minutes. Alors, la nature nous enseigne un truc très simple. Le sol est nu, une annuelle pousse, puis une bisannuelle, puis une vivace, puis une pérenne, puis un arbre pionnier, puis un arbre de l'écosystème climatique. Alors, c'est jamais parfait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plante, avec toute cette première phase de colonisation des sols, elle fait pousser ce que nous on appelle des adventices. Les mauvaises herbes poussent sur des sols dégradés. D'accord ? Plus vous dégraderez les sols, plus vous aurez des mauvaises herbes. C'est un vrai pavé. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que la nature, elle va de l'annuel à la pérenne. Et donc, dans cette phase-là très particulière, la nature va injecter de la matière organique dans le sol le plus possible pour d'abord construire le sol, et une fois qu'il est en bon état, on prend le carbone et on le met en production végétale. Et en fait, mon problème d'agriculteur, c'est que j'aimerais avoir le max de rendement du système, mais avec des annuels ici, ou des systèmes annuels pérennes. Et donc, il y a une difficulté, parce qu'en permanence, on va être à se battre contre la logique d'un écosystème. Donc on a parlé d'agriculture bio-logique. Jetez-moi la biologie ou l'idéologie de l'agriculture biologique à la poubelle, ça ne marchera pas. Il faut récupérer la logique de la biologie pour faire de l'agriculture. Et donc il y a des logiques très simples. Le sol, il est toujours couvert, jamais travaillé. Voilà, c'est une base de la nature. Pourquoi? Parce que le végétal, il récupère le CO2, c'est la base. Deuxième étape, eh bien, le sol est une unité de recyclage, la biodiversité doit être maximale. Voilà, eh bien, on n'a pas de biodiversité dans nos champs, et tout est recyclé avec de la photosynthèse qui marche tous les jours, toute l'année, 24-24 à 100%. Et je regarde mon champ agricole et je me rends compte, on a fait des analyses, la monoculture de maïs, eh bien, on est tombé, alors on s'en doutait un peu, mais quand vous regardez la monoculture de maïs, vous n'utilisez que 40% de l'énergie solaire annuelle. C'est terrible. Je perds 60% d'énergie renouvelable et gratuite, et pendant ce temps-là, je ne fais même pas pousser un végétal qui pourrait me profiter. Et je m'étonne d'être en crise et en faillite. Écoutez bien le débat, hein. Monoculture de maïs, c'est facile à comprendre pour nous. Eh bien,
La plante est un intrus, puisque pendant 60% de l'année, elle n'est pas là. Et je dépense de l'argent à garder mon sol nu, à lutter contre le végétal, alors que je pourrais récupérer de l'énergie solaire gratuite et du carbone, etc. Et en plus, j'ai dépensé du carbone fossile pour faire l'imbécile. Vous ne voulez pas que ça marche, ce truc-là, c'est pas possible. Et donc, quand on remet de l'ordre, on est mort de peur, littéralement, parce qu'on se dit, oh là là, ça va chauffer, il y a un truc que je dois comprendre. Et ce que je dois comprendre, c'est comment marche la fertilité du sol. La fertilité du sol, ce qui va me faire la durabilité du système, la maîtrise des intrants et la haute productivité, c'est une espèce de cycle où quand la plante arrive à mature, admettons, j'ai un sol nu, mais il pousse d'abord des kénopodes. Bam. Pourquoi des kénopodes? Plus vite que mon maïs, et si je ne les tue pas, c'est que mon maïs, il y passe. Donc, le kénopode pousse, et tout de suite, il fait un truc, en 3 mois, il fait de la paille, il la pose au sol, et il n'a qu'une envie, c'est faire de la graine et de la paille et la poser au sol. Et cette paille, en fait, il faut comprendre qu'elle va être mangée. Elle va être mangée par tout un tas d'individus qui, au ras du sol sous la litière, vont commencer à la pré-décomposer, des bactéries, des champignons, des fusariums, etc., etc. Et donc, une fois que cette pré-décomposition existe, ces bactéries elles vont récupérer de l'azote de l'air pour attaquer les sucres du carbone, et le ver de terre et les champignons vont finir le job. Ils vont dépolymériser la lignine et la cellulose de la paille, et ils vont intégrer cet azote bactérien dans leur tube digestif, le mélanger à la terre, d'accord? Et ils vont faire un excrément particulier que nous on appelle la matière organique. Alors, c'est très simple, les champignons vont digérer la matière organique dure des plantes, la lignine, le bois, et ils vont faire de l'humus stable, c'est-à-dire de la colle qui structure longtemps. Et la cellulose brute et les hémicelluloses, etc., c'est plutôt digéré par des vers de terre et puis tous leurs petits copains, les taupins, les limaces, tout ça, ça joue ensemble. Et puis, quand ces êtres vivants digèrent la cellulose, ils font une matière organique qu'on appelle la bile, qui minéralise très vite. Mais systématiquement, en fait, les êtres qui mangent, ils font un excrément, et cet excrément, on l'appelle la matière organique. Et donc, si vous voulez récupérer une partie de la fertilité du sol, vous devez faire manger de la paille, des feuilles et des racines au sol. Vous devez donner au sol à manger de la matière organique fraîche de très bonne qualité. D'accord? Alors, deuxième étape, quelle est la faculté, la qualité d'un excrément? Un excrément, ça colle. Hein? Vous le savez bien, vous mettez les mains dans la merde, bon, j'ai intérêt à avoir de l'eau et du savon, parce que sinon, ça colle dessus. Et donc, cet excrément, il va structurer le sol. La structure organobiologique du sol, elle dépend de cette faculté de l'excrément qui est une colle, et en plus, un élément nutritif, parce que vous savez tous que les excréments vont être dégradés par des bactéries, d'accord? Finalement, les bactéries vont venir se servir dans cette réserve, elles vont minéraliser et libérer les éléments chimiques, le N, le P, le K et tout ce que vous voulez, les oligos, que la racine reprend pour pousser. Et donc, vous avez un cycle vertueux qui se met en place. Plus je nourris de la paille, plus j'ai d'êtres vivants, plus j'ai de matière organique, plus j'ai de bactéries, plus j'ai de minéraux, plus j'ai de rendements possibles avec les plantes. C'est-à-dire que plus je nourris, plus je produis. Et maintenant, on peut poser des questions simples. Combien de tonnes de matière organique fraîche sous forme de paille, de matière sèche, vous donnez à manger à votre sol? Question. Ben je sais, chez un gars qui fait de l'élevage avec du maïs en silage, c'est zéro quasi. Un petit peu de racines. Mais c'est pas assez en fait. Parce que je ne nourris pas beaucoup, donc je ne produis pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la production? On fait un truc très simple. On envoie une fertilisation, du fumier, de l'engrais, du compost, du lisier, tout ce que vous voulez. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces produits-là, jamais, 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 ils ne sont capables de vous améliorer le taux de matière organique des sols. Au contraire, ils vont les dégrader. J'amène du fumier, je perds la matière organique. J'amène du compost, je suis condamné à perdre de la matière organique. D'accord? J'amène de l'ammonitrate, de toute façon, là, pas de souci, c'est sûr. Donc, que se passe-t-il avec mon produit, le fumier, par exemple? Eh bien, le fumier, c'est une paille, c'est-à-dire une fibre de bonne qualité qui nourrit les vers de terre et qui fait
que mon taux de matière organique s'améliore. Voilà, c'est ça que fait le ver de terre. Sauf que le fumier, c'est de la paille que j'ai piquée au ver de terre, que j'ai mélangé avec un excrément. Qui est-ce qui mange les excréments? Le ver de terre ou les bactéries? En fait, c'est les bactéries réellement qui vont s'attaquer au fumier. Parce que ce n'est plus une matière organique de bonne qualité pour les vers de terre. Vous n'auriez pas idée tout à l'heure de manger des pâtes avec de la merde dedans. C'est exactement cette réflexion que vous devez mettre en route. Chaque individu a besoin de la nourriture adaptée à sa bonne santé. Et une fois que vous avez compris ça, donc tous les produits transformés par l'homme sont des excréments, de près ou de loin, qui vont alimenter une case bactéries. Et donc les bactéries, elles ont beaucoup à manger, donc ça va bien, elles minéralisent beaucoup, vous pourriez avoir de gros rendements. Mais ma bactérie, elle pourrait avoir faim quand elle a tout mangé. Donc qu'est-ce qu'elle fait quand elle a faim? Elle meurt? Non, elle veut survivre comme vous et moi. Et en voulant survivre, en fait, elle va continuer à attaquer le stock d'excréments qui est produit par les vers de terre, et elle va minéraliser la matière organique. Vous savez tous que quand vous fertilisez, vous minéralisez la matière organique du sol, donc vous améliorez la production d'éléments minéraux pour augmenter les rendements. Et puis là, il va y avoir un piège. Si en plus, la fertilisation m'attaque le stock de matière organique, si je ne renouvelle pas le stock, mon taux de matière organique baissera inexorablement. Et donc, je dois faire la fertilisation, c'est quelque chose qui accompagne un cycle de fertilité. C'est-à-dire, je dois nourrir avec de la paille et des feuilles et des résidus et fertiliser si je veux arriver au bout. Mais si je ne fais que fertiliser, je dégraderai inexorablement le système. Alors c'est terrible, hein, la sanction chez les paysans, elle est terrible. Les Bretons, par exemple, on a mesuré le plus gros tas de fumier de France, d'accord? Eh bien, en 10 ans, on a perdu 1% de matière organique dans les sols. C'est pas normal, puisque en théorie, ça devrait augmenter les taux. Non. Et on a dit trop de lisier, pas assez de fumier. Non, pas assez de vers de terre. C'est ça le job. Et puis, oh, ben, vous allez en poser juste après, là. D'accord? Je vous donne la dernière diapo, parce qu'il y a un piège. Maintenant que je sais comment ça marche, il y a un vrai piège, parce que j'arrive avec un outil et je vais tout détruire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre outil, d'abord vous exportez la nourriture, la bonne pour les vers de terre, et ensuite votre outil va venir broyer les habitants qui font le job du recyclage. Et vous allez détruire les plus importants, les plus grands. Un champignon, ça couvre 1 hectare, c'est un seul individu. D'accord? C'est un grand individu, il est sensible aux outils. En fait, c'est les outils qui détruisent les habitats et qui vous détruisent tout le système de fertilité organobiologique du sol, et en plus vous affamez les habitants. Conclusion, comment voulez-vous que ça marche? Imaginez-vous, là, je suis ici, là, peinard à la Réunion, et puis j'ai un imbécile qui m'explose le chai, la ferme ou le bureau pour bosser. Eh bien, je ne peux plus bosser. Alors imaginez que maintenant on vous mette une petite bombe dans le chai et vous êtes en train de vinifier et vous y êtes dedans. Donc vous avez une chance sur 2 de mourir ou d'être blessé. Donc vous êtes blessé, vous devez reconstruire votre outil de travail et essayer de gagner de l'argent avec ça. Il n'y a aucune chance que ça marche, jamais, puisque en plus, un imbécile, tous les 3 mois, il vient vous foutre une bombe là-dedans. Hein? Mais oui, à Gaza, je ne construis pas une société brillante, développée, il n'y a que de la misère. Je détruis tout le temps. Hein? Et donc, détruisez les habitats et vous aurez le résultat. C'est-à-dire une dégradation généralisée des systèmes et vous allez accélérer toutes les fuites. La perte de matière organique, le dégazage de CO2, d'azote, etc., les fuites, les nitrates, l'érosion, les lessivage et compagnie. Donc on est très 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 malheureux face à ça. Donc vous aviez une question? Oui, vous avez dit que le compost non plus, c'est bon pour le compost, ça vaut rien du tout. même s'il est bourré de vers de terre Oui, parce que les vers de terre qui fabriquent le compost, ce ne sont absolument pas les mêmes que ceux qui sont dans la terre elle-même. D'accord? donc, vaut mieux de mettre, c'est comme mettre le compost directement sur le champ. Oui, en fait, il vaudrait mieux que toute la matière organique arrive fraîche pour les vers de terre du champ, réellement. Hein,
et que le compost, tu dois le considérer comme un super engrais. Il faut les deux systèmes. Et donc le compost, il va avoir une tare, une vraie. C'est-à-dire que je mets 1 tonne de paille, je la transforme en compost, et je perds une demi-tonne de matière sèche qui part en gaz à effet de serre dans l'air. D'accord ? Et donc quand vous faites du compost, c'est comme si vous alliez au restaurant, commander une côte de bœuf avec un os. Le cuistot, il vous voit arriver, il dit: ah, tiens, ça c'est le mangeur de compost. Il prend la viande, il la jette au chien parce que, en fait, c'est ce que tu n'aimes pas, et il te donne un os à ronger. En fait, quand tu fais du compost, la cuisson, la fermentation du compost fait évaporer tous les sucres rapides, rapidement assimilables qui nourrissent très bien la biologie et les bactéries, d'accord ? Et tu gardes des sucres très très lents qui ont été en plus cuits, chauffés, stabilisés, charbonnés, qui vont mettre énormément de temps à être dégradés par des bactéries. Donc tu as un engrais particulier, mais jamais quelque chose qui t'améliore la fertilité du sol. Parce qu'en fait, la fertilité du sol, elle se fait avec un produit frais non composté qui est mangé par des vers de terre, des limaces, des champignons, des topers, etc. Donc si on plante une plante, on ajoute Tu mets du compost, c'est un engrais pour toi, d'accord ? Et tu mets de la paille et autre chose en plus. Oui. Parce que j'ai entendu si on met la matière fraîche en grande quantité sur le sol, ça peut causer une faim d'azote. Oui, tout à fait. C'est OK. Oui, la faim d'azote, elle existe parce qu'au début, en fait, la paille, alors on a fini des expériences extraordinaires, ça pousse tout seul sans jamais mettre d'engrais qu'avec de la paille. Il faut 20 tonnes de paille à l'hectare pour avoir un rendement comme si je mettais 300 unités d'azote. 20 tonnes de paille, je ne les ai pas, mais on fait des expériences, on regarde. En fait, vous avez une faim d'azote pour deux raisons. Je mets de la paille, et donc je dois d'abord créer toute la biodiversité capable de dégrader de la paille. Ça va mettre 1, 2, 3 ans à revenir. D'accord ? C'est très sensible aux ultraviolets. Dès que le soleil touche ça, le sol, t'es foutu. Tu recommences à la case départ. C'est une espèce de jeu de loi. Hop, case départ. Et donc, le débat, il est compliqué. Et donc, le premier travail que va faire le sol, c'est quand il voit arriver du carbone, il va essayer de trouver de l'azote le plus vite possible. Comme tes bactéries qui prennent l'azote de l'air ne sont pas là dans un premier temps, on va mobiliser les nitrates du sol pour faire l'humus. Donc, tu crées une faim d'azote. Donc, comment tu fais pour passer à travers une faim d'azote ? Eh bien, comme tu sais qu'il va te manquer de l'azote, tu dois cultiver une plante autonome et indépendante, d'accord, qui pousse sans azote. Donc, des couverts végétaux à base de légumineuses, notamment, parce qu'elles fonctionnent toutes seules. En fait, on a plein de solutions, mais on ne sait pas les mettre en route. Et en plus, la réglementation nous avait interdit d'utiliser les légumineuses dans les scipiens à une époque. D'accord ? Alors c'est fini, on n'en parle plus de ça, maintenant c'est autorisé. On a été assez râlés pour les avoir. Et donc on a tous ces problèmes-là qui arrivent, et on se rend compte qu'une fois que le circuit de fertilité est en route, quand la paille reste sur le sol, tu n'as plus de problème de faim d'azote, parce que c'est l'azote qui vient de l'air qui rentre. Mais il faut aller dans un système classique, 4-5 ans, où c'est compliqué, d'accord ? Et le BRF alors ? Eh bien, le BRF, qu'est-ce que c'est ? Ça serait plutôt favorable, si j'ai compris. Oui, le BRF, ça va être du bois. Donc, dans ce bois très particulier qui est jeune, vous avez la moitié du constituant, c'est de la lignine, qui va donner de l'humus stable avec la dégradation bactéries et champignons. Et l'autre moitié, c'est de la cellulose brute qui va aller assez rapidement dans le système bactérien, matière organique à minéralisation rapide. Et donc, on va super bien travailler ce stock-là sur le long terme. D'accord ? Donc, en fait, le meilleur produit qu'il y a jamais eu pour l'agriculture, c'est de la paille et du bois. Mais parce que ça fait 500 millions d'années que l'écosystème, il fonctionne comme ça. C'est tout. Donc, ne cherchez même pas à mettre un engrais vert, ça ne sert à rien. Mettez un truc qui a fleuri, qui a de la paille. Donc, on commence à voir que tous les produits qu'on amène, c'est de l'engrais, et le reste, pour faire la fertilité, c'est de la paille. Donc, plus je mets de paille dans une maison en bon état qui est avec plein d'habitants dedans, plus la fertilité organobiologique du sol s'améliore,
Et ensuite, tout ce que j'amène en tant qu'agriculteur, qui n'est pas de la paille ou des feuilles mortes ou des racines ou Dieu sait quoi, un produit frais, tout le reste, vous le mettez à la case engrais. Et chaque produit a sa faculté. Un engrais rapide, un engrais lent, du compost, un engrais très lent, d'accord? Donc chaque produit a ses qualités et ses défauts. Or du coup, on y allait, on est dans un trou, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Je suis là, ma terre est nue, elle est dégradée, elle n'a plus de fertilité, elle n'a plus de plantes, la plante est un intrus, et je dois construire un système où la plante devient mon principal intrant, mon capteur solaire, mon capteur d'énergie, mon constructeur de fertilité. Donc le problème, c'est que maintenant, toute la politique agricole pendant 30 ans, elle doit faire ce schéma-là. Donc ça veut dire que vous êtes condamné à abandonner toutes les techniques qui font ça. Donc ça va nous occuper 30 ans, cette histoire-là. Et donc on a identifié avec l'analyse des pionniers qui avaient changé de pratique qu'en fait on a des systèmes où il y a beaucoup de perturbations du sol et très peu de végétaux. Exemple, je laboure et je fais de la monoculture de maïs. Finalement, peu de végétal, puisque c'est que 40% de l'année, et beaucoup de destruction des habitats. Et donc, inversement, si vous voulez progresser, vous devez prendre peu de destruction des habitats, voire plus du tout. Il faut que les vers de terre puissent se proliférer dans une maison en bon état, et de plus en plus de végétal pour qu'il y ait de plus en plus de nourriture. Et donc, le végétal, vous l'avez avec les sipans, les couverts végétaux, de plus en plus de rendement dans le couvert, des cultures et des intercultures qui deviennent des doubles cultures, et vous rajoutez des arbres. L'idée, c'était de faire une alliance entre la couverture horizontale et la couverture verticale. Améliorer le capteur solaire et bien le gérer. Bon, ça, je vous garantis, ça va nous occuper 30 ans, parce que cette agriculture-là, je sais vraiment pas bien la faire. On fait des petits trucs, alors les pionniers ont progressé, ça c'est des photos de gars qui savent faire. Mais avant que tout le monde sache faire, je ne vous dis pas, le développement agricole, il y a du mal. Et donc ce travail-là, il peut se faire que localement. Et puis, avec un tracteur de charrue, on détruit une grande surface en un jour, il faut faire pousser un arbre pour des années. Oui, un arbre c'est 100 ans, et le tracteur, en 1 heure, tu as tout cassé. Oui, non, mais c'est bien. Alors regardez ce qui va vous arriver. Le sol a été travaillé. En fait, il va libérer tous ces arômes. Quand vous travaillez la terre, vous faites du café. Je prends une motte de terre, je la passe au mixeur, ça s'appelle une herse rotative ou Dieu sait quoi, pour rotavator, allez-y. Hein. Je la mets dans l'eau, elle va fondre comme du sucre. Et quand elle fond comme du sucre, cette motte, elle va libérer tous ces arômes. Mais là-dedans, j'ai de l'atrazine, si ça se trouve, du lindane, peut-être encore, d'accord? Du glyphosate, peut-être. Mais j'ai aussi du phosphore, de la potasse, des limons, etc., de l'érosion. Et en fait, j'ai toute la pollution de l'eau sous mes yeux. Je fais une analyse, là, ben, c'est bon. Je peux jeter l'eau, en fait. Elle est inconsommable. Si maintenant, j'ai des pratiques où le sol est devenu une maison, toujours couvert, jamais travaillé, et bien nourri avec de la paille et des couverts végétaux, etc., on va aggrader le sol, il va se coller avec l'excrément humique. Et donc, quand vous collez un agrégat, il ne libère pas ses arômes, il ne se délite pas dans l'eau. Donc vous avez de l'eau qui va mettre du temps à défaire votre agrégat qui reste stable, stabilité des agrégats, et donc vous allez libérer très peu les arômes. En fait, polluer l'eau, c'est faire du café avec sa terre. Plus vous la travaillez, plus vous envoyez de l'eau, le filtre, il est en dessous de la zone travaillée, et après vous avez la nappe, la nappe elle récupère tout ce qui fuit. Faites en sorte que ça ne fuit pas, c'est-à-dire gardez votre sol en bon état, bien dans l'agrégat stable, d'accord? Et ça, c'est un végétal qui le construit et pas un outil. Et c'est le gros drame. Je n'ai appris qu'à détruire le végétal et détruire les sols et utiliser les outils, alors que je dois apprendre à couvrir les sols, travailler avec le végétal et ne pas détruire avec mes outils. Donc c'est un drame, culturel d'ailleurs, labourage et pâturage, vous connaissez l'histoire. Alors regardez l'eau, tout le monde a peur de manquer d'eau. Non, c'est des conneries. Une motte de terre, elle est aggradée, elle tient dans la mer. Je dois pouvoir prendre une motte avec un coup de bêche. Une motte de terre, elle doit être en bon état. Cette motte de terre, il faut la représenter d'une façon simple. Voilà les Américains ce qu'ils nous donnent.
je prends ma motte, je la divise en deux, la moitié c'est plein, c'est du minéral, la roche-mère dégradée, ce que vous avez, le limon, l'argile ou Dieu sait quoi, du sable des fois, hein, tout mélangé. Et donc, pour que ces minéraux tiennent, cette roche-mère dégradée tienne, il y a une colle qu'on appelle la matière organique. Ça devrait être minimum 4 à 5, voire 6%. Dans tous les livres scientifiques de l'agronomie, 5%, c'est le système optimisé. 5% de matière organique dans votre sol, c'est fertile. Donc vous êtes à combien, 1,5-2, vous oubliez, ça ne poussera jamais. D'accord? Donc il faut remettre cette matière organique. Et du coup, quand vous avez votre motte, la moitié c'est du vide, et dans le vide, vous avez de l'air et de l'eau. Donc la moitié du vide, c'est pour l'air, pour que le sol soit aérobie, pour que les êtres vivants qui habitent là-dedans respirent. C'est une porosité de drainage, macroporosité, l'eau qui rentre là-dedans, elle part. Donc elle percole et elle va à la nappe, pas de souci. Et donc vous avez l'autre moitié du vide, c'est-à-dire un quart du volume total, ça vous stocke de l'eau. Et puis mieux que ça, la moitié de ce quart, c'est la réserve utile, facilement utilisable, c'est de l'eau qui va vers la plante, par la force de succion et l'évapotranspiration. Et quand la plante elle a pris ça, on dit qu'elle arrive au point de flétrissement. Non, quand la plante a pris cette eau qui est facile à prendre, il vous reste encore la moitié de l'eau dans le sol. Et c'est de l'eau qui est bloquée, qui est liée dans la matière organique, que la plante doit aller chercher. Et c'est là le problème, c'est que pour aller chercher cette eau très particulière, eh bien, elle ne peut pas y aller avec ses racines. Alors elle y va comment pour chercher la réserve utile? Elle y va avec une mycorhize. Donc ça c'est la radicelle, et là autour vous avez une espèce de nuage, comme une toile d'araignée. En fait c'est tout fin, c'est de l'ordre du 0,1 micron, d'accord? Donc quand je regarde le sol, je ne le vois pas ça, il faut une loupe microscope, hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plante associée à un champignon, elle est capable d'aller chercher cette eau qui ne se déplace plus vers le végétal. Donc quand vous avez une association plante, racine, mycorhize, vous avez accès à beaucoup d'eau, d'accord? Beaucoup plus que dans un système conventionnel où la plante n'a pas sa mycorhize. Donc on va découvrir que la biologie, c'est un facteur de gestion de l'eau. Et donc, plus vous aurez d'activité biologique dans un sol, plus vous aurez de la porosité biologique, plus vous allez stocker de l'eau, et vous devez travailler avec des plantes mycorhizées. Alors, vous avez de la chance inouïe, toutes sont mycorhizées, sauf les crucifères, donc c'est assez facile. Hein. Et donc, vous devez travailler ces mycorhizations et ces symbioses, parce qu'en fait, en pleine sécheresse, vous allez gagner du temps, un mois ou deux, jusqu'à la prochaine pluie, sans que la plante soit en difficulté, puisqu'elle va gérer cette eau très particulière. D'accord? Alors on souffre là-dedans, hein. Je vous garantis qu'il va falloir ouvrir les boîtes. Par rapport à tout ça, en fait, il y a des pratiques qui se développent un peu en ville, c'est le drainage. Oui. Enfin, l'agriculture, même tout simplement. Oui. Quelle analyse tu portes sur le drainage, en fait, le drainage, c'est une opération très intéressante en agriculture parce qu'en fait, un sol qui se gorge d'eau, il s'asphyxie. En fait, quand vous allez, un sol qui est un petit peu hydromorphe, etc., vous allez remplir le réservoir d'eau, y compris celui qui doit dégager l'eau. Et donc, la partie qui est normalement réservée à l'air se remplit d'eau, et quelque chose qui devient asphyxié sans air devient acide, et vous allez aller vers peu de production, c'est-à-dire c'est des sols qui ne permettent pas la vie. Vous êtes anaérobie, donc ça devient acide, compacté, etc. Et donc ça ne permet pas la croissance des végétaux. D'accord? Les végétaux là-dessus, c'est de la tourbe, ils ne se décomposent pas, ils poussent au-dessus. D'accord? Et nous, on aimerait qu'ils explorent tout. Donc le drainage, c'est une technique agricole très intéressante parce qu'elle va favoriser le dégagement de cette partie-là de l'eau. Donc en fait, on va éviter la mise en asphyxie des sols. Vous allez récupérer toute l'eau de la macroporosité et la dégager. Et vous allez, de toute façon, si vous avez une construction biologique, vous allez améliorer votre réserve utile, puisque la plante, elle pourra de plus en plus et de mieux en mieux structurer durablement le sol. Donc améliorer la porosité biologique et la réserve utile. Donc le drainage, bon job.
Enlevez le drainage, je ne vous dis pas, hein, vous perdez un tiers des terres agricoles de France aujourd'hui. Et on ne peut pas substituer ce drainage artificiel par un drainage. Si. En fait, c'est toutes les techniques de drainage. Nous, on voit le drainage avec un tuyau et une machine. Hein, une racine pivot qui va très loin, un arbre, ça draine. En fait, tout ce qui fait des gros pores et qui draine de l'eau est le bienvenu. Hein. C'est vraiment le drainage. En fait, notre défaut, c'est de le voir sous la forme d'un tuyau. Hein. Non, en fait, la chose la moins chère, c'est sans doute une grosse racine qui descend très loin. Alors, on va avancer très vite. Bon, voilà ce qu'on fait avec les paysans. De la végétation, on sème dedans du carbone pour le sol et des paillages, et il arrive tout un tas de miracles. Voilà. En fait, c'est le rendement du végétal qui compte, et le rendement maxi. Ici, j'ai un sorgho population avec un sorgho sélectionné. C'est une interculture, ça ne donnera plus jamais de grains, mais le sorgho nain ici fait 5-6 tonnes, quand celui-là, il en fait 20. C'est le même soleil, le même sol, la même eau, la même période. Donc si je veux nourrir le sol, à ce moment-là, je vais le faire avec une plante qui produit beaucoup. Donc on n'est pas démunis, sauf qu'on ne sait pas faire ça. Hein. Je n'ai pas la génétique là. Quand vous en trouvez 5 kilos, vous êtes content, hein, mais j'en ai besoin de 100 000 tonnes de ce truc-là. Donc on met du végétal et on a une règle. De plus en plus de photosynthèse, on manage la matière organique, 1 pour le sol, c'est l'environnement, 2 pour les hommes et les animaux, et après l'énergie et tout le reste. D'accord ? C'est la règle, c'est 1 le sol, 2 les animaux et les hommes. Bon. Donc du coup, on a une espèce d'assurance MMA. Hein ? Je maximise le retour de MO au sol, je minimise sa destruction pour garder les habitats en bon état, et j'adapte ma fertilisation à cause de mon problème azote et carbone. Vous voyez ? Et donc, avec ça, on cale les systèmes. Voilà ce qu'on va faire. On va commencer à sortir le couvert végétal pérenne et permanent, l'herbe, par exemple. Pourquoi ? Parce que l'herbe, ça vient concurrencer la vigne en plein été. Donc, on la rase, on la met un petit peu bas, etc. Donc, en fait, ce qu'on fait, on fait des mulches, on fait des tapis qui vont nous garder l'eau, et ces tapis doivent nourrir la terre. Et donc, les enherbements, on les accompagne en fait avec des couverts végétaux annuels qui doivent faire des très gros rendements et revenir au sol sous forme d'un mulch qui protège le sol et le nourrit et empêche l'évaporation de l'eau. D'accord ? Mais le rouleau faca, il n'arrive pas assez proche des pieds. Non, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'a pas encore des technologies qui couvrent tous les pieds. En fait, on pense que ça va se faire avec le rendement du couvert lui-même. Et je connais des vignerons qui ont abandonné cette technique parce qu'en fait, ça avait poussé comme un trou, ça n'a pas vraiment coupé. Oui, il y a des règles. Je vais vous montrer les règles. D'accord ? C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on va commencer à semer à l'automne, des fois même avant la vendange, on sème directement dans les champs. Alors, tout un tas d'outils. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un couvert végétal qui devienne le plus grand possible au printemps. Et vraiment, il faut qu'il pousse très haut. Donc, vous avez fait tout votre boulot, le couvert végétal, il est petit en hiver, vous pouvez tailler, etc. Il n'y a pas de souci. Et au printemps, il faut laisser pousser. Alors, on a des rouleaux qui écrasent, on essaye plein de choses. Ici, vous avez un mulch qui a été fait. Et en fait, vous devez retenir cette photo, c'est-à-dire votre couvert végétal doit dépasser la vigne quasi. Ma vigne, le dernier, le piquet, il arrive à cette hauteur. Eh bien, je veux que mon couvert végétal dépasse la vigne. Alors, vous rigolez, mais vous voyez le traumatisme des propos. Il est fou. D'accord ? Non. Il n'est pas fou, on le fait, donc ça c'est un petit peu plus haut que chez vous. En Charente, voilà, on a un couvert végétal qui est quasi au niveau des vignes, je ne vois plus la vigne. Alors pour l'instant, on a commencé un rang sur 2, parce qu'on ne sait pas trop, mais en fait, là on en est sûr, c'est toute la vigne, tous les rangs. Et donc, ce couvert, il va être semé avec un certain nombre de plantes de semoir, etc. On y met, pourquoi pas, des légumineuses si j'ai une fin d'azote possible. Donc, on cherche un petit peu les bonnes plantes. Et finalement, on va avoir une succession logique. Je sème. Là, je suis au mois de novembre, je suis au mois d'avril, je suis au mois de mai.
et je suis en début juin, ben on se rend compte que en fait, le couvert végétal, il est au niveau de la vigne. Voilà. Et début juin, c'est-à-dire maintenant, j'écrabouille tout ça pour faire un paillage, c'est-à-dire cette litière, elle va empêcher l'évaporation de l'eau, et à un moment donné, elle va amener toute la bactériologie et nourrir le cycle de fertilité pour amener, in fine, de l'azote. Et au début, j'ai une fin d'azote. Okay, pour ça que je mets des légumineuses, pour que ça aille mieux, plus et plus vite, et éventuellement, je fertilise correctement. Alors avec ça, il va arriver que vous allez désherber. Donc c'est très simple, voilà votre plante, le sol, la matière organique, etc., les racines, c'est la réserve en eau qui est utilisée au-dessus. Les deux doivent marcher en même temps. Plus j'ai de matière organique, plus j'ai de réserve utile. Avec la biologie, plus mes besoins en eau et mon rendement de plante s'améliore. Donc vous avez la plante, la litière, la matière organique, les racines, voilà le système. Et chaque action que va faire le végétal, c'est une action de désherbage. Ça, c'est pas compris. C'est 30 ans de boulot pour les ingénieurs, les chercheurs. Je capte la lumière, je protège le sol, j'étouffe les autres plantes, je pousse plus vite, je suis en concurrence à l'eau, aux intrants, à la lumière. La litière, elle capte la lumière, elle protège, elle étouffe, elle élimine, elle favorise, elle nourrit. Le sol, il structure, il contrôle, il régule. Voilà, donc il y a des actions biologiques, physiques qui sont faites par les végétaux. Sol-plante, c'est un couple infernal qui fait toute la vie sur Terre. Et chaque action que va avoir le végétal, le sol, les racines, c'est une action de désherbage. Je désherbe grâce à la couverture permanente du sol. Je capte le soleil parce que, en fait, dès que la lumière trouve un sol nu, vous avez une levée de dormance. D'accord? En fait, et c'est une adventice qui pousse en règle générale. Donc, je dois empêcher la lumière de tomber sur le sol. Et quand je regarde l'écosystème, il me le dit. Jamais la lumière ne tombe plus sur le sol dans une forêt. Parce que j'ai les arbres qui captent la lumière, et quand les arbres ont fini de capter la lumière, j'ai encore une super couche de litière qui empêche la lumière de tomber sur le sol. La question c'est pourquoi? Ben pour entretenir le cycle de fertilité, tout le monde a l'abri là-dedans, tout le monde mange, et on trie tout ce qui est favorable à la croissance du végétal. Justement, sur les écosystèmes forestiers, vous avez expliqué que d'une prairie, on tend vers du pérenne. Oui. Mais il y a certaines forêts où on voit clairement qu'il y a eu genre 2-3 espèces majoritaires d'arbres. Oui. Donc, des couleurs très hautes, des couleurs épaisses, une mauvaise fertilité dans le sens où l'humus se dégrade très mal. Et quand on fait des prélèvements de sol, on voit que c'est des sols, donc si on enlève des arbres, on ne peut rien faire dessus. Oui. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les arbres poussent dans un endroit où rien ne pousserait. En fait, vous avez le mauvais regard sur votre système. L'arbre, il pousse parce que justement, il a une litière qui se dégrade tout doucement parce qu'il doit entretenir de la nutrition permanente pour tous ces mangeurs de litière. Si ma litière se dégrade trop vite, un coup, ben, j'ai plus à manger. Qu'est-ce que je fais? Or, ce que l'arbre a besoin, c'est de la dégradation biologique naturelle lente et de la fourniture permanente, que ce cycle fonctionne en permanence 24/24. C'est pour ça qu'il va le garder humide, c'est pour ça que vous allez concentrer du carbone dans des phénols, dans de la lignine, c'est-à-dire vous mettez des grosses chaînes carbonées dans peu de volume, et quand les bactéries et les champignons ont ça à manger, ils ont... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez beaucoup d'énergie pour les êtres vivants très longtemps. Donc une efficacité monstrueuse qui vous fait pousser un arbre comme vous n'avez jamais vu sur un truc qui est quasi stérile. D'accord? Et que c'est cette couche-là qui fait la vie, passe à la terre qui est en dessous. D'accord? Et donc on a un regard qui n'est pas bon. Alors regardez ce qui va arriver. Hop! On a fait des essais, les Américains notamment, quand ils travaillent là-dessus, ils ont 2 plantes en rotation où ils travaillent le sol, ils ont 200 adventices, 225 au mètre carré, ils ont toujours 2 plantes qui ne travaillent plus le sol, ils n'en ont plus que 94. Donc on a divisé, on va dire, par 2, un petit peu plus. Par contre, je mets 4 plantes en rotation dans mon système de culture, là on est en grande culture, ben, j'ai déjà diminué la pression des adventices de 225 à 44, j'ai divisé par 5. Par contre, si je passe ces 4 plantes sans travail du sol, j'ai plus que 7 adventices au mètre carré, à cause de l'effet mulch, couverture, paillage. Et donc, on se rend compte que si je fais les extrêmes, 2 plantes en labour avec 4 plantes en semi-direct, j'ai divisé
J'ai perdu 97% de mes adventices et j'ai un coefficient de 13 dans la réduction. Donc en fait, on a des outils, le végétal va désherber lui-même. En fait, je vais lutter demain avec une plante contre une plante. C'est ça qui va arriver. Ah ben tout à fait, sauf que moi je dois me débrouiller à avoir une récolte quand même. Donc perdre de la biodiversité à ce moment-là, ça m'intéresse un peu. Effectivement, il faut quand même se mettre dans la tête qu'un système agricole, c'est pas tout à fait la nature. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Oui. Non, parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez contrôler ces adventices. Regardez, je vais vous montrer des photos avec la biodiversité, puis je m'arrêterai là, je vous les ai mises. En fait, on se rend compte que sous la paille, vous allez avoir un système allélopathique anti-germe qui se met en place. Dégradation de la paille, allélopathie. Toutes les matières organiques sont anti-germes. Et ensuite, vous avez une aggradation des sols qui se construit toujours par-dessus. Donc, je sème là, c'est anti-germe. Je sème là, ça pousse. Sauf que la plante, elle doit passer à travers un système anti-germe plus une litière, je vous garantis que vous avez intérêt à mettre une bonne graine là. Donc, on se rend compte que les systèmes sont auto-nettoyants, en fait, quand on met bout à bout toutes les techniques du végétal. Et en fait, on va construire des systèmes qui marchent comme ça. Pour détruire un végétal sans chimie, par exemple, eh bien, je dois le faire à la floraison, ici c'est du seigle. C'est-à-dire floraison établie, la plante, elle inhibe sa végétation au pied, et elle va mettre toute son énergie à faire de la graine. Conclusion, je la roule à ce moment-là, elle meurt parce qu'elle ne sait pas repartir. Elle s'est bloquée avec une hormone qu'elle a en elle. Deuxième étape, eh bien, je fais ça avec des paysans. Je leur fais produire un maximum de couverts végétal de biomasse, j'en fais une super litière. Mais je vous garantis que là, de la biodiversité du machin, je ne suis pas inquiet. Parce qu'en fait, vous allez, dans cette plante-là, mettre de la biodiversité. En fait, vous allez avoir des mélanges où vous pouvez mettre 7, 8, 10, 12 plantes pareilles. D'accord ? Objectif, tout doit être en fleurs au bon moment. D'accord ? Et donc là-dedans, on va semer du maïs, par exemple. Et vous pouvez faire ça en vigne tout autant, hein, c'est les mêmes principes. Et donc, une fois que vous avez semé, voilà à quoi ressemble votre parcelle. Donc, une très grande nutrition carbonée de très bonne qualité, très diversifiée pour les vers de terre et les champignons. Voilà. Mais ça va désherber en même temps. Et donc, comme j'ai semé le bonjour à la destruction, eh bien, j'ai fait avec mon disque une coupure et le maïs, il doit être, ou la graine, elle doit être au contact du sol. Parce que ça a été la grande erreur. On se met tellement vite avec nos outils que la graine n'était même pas posée dans le sol, elle était posée dans la paille. Donc ça ne germe pas. Anti-germe. Finalement, le maïs, il pousse, parce qu'on a semé du maïs avec un semoir à céréales. Et ça, c'est propre, ça n'a pas besoin d'être désherbé. Et donc, à un moment donné, vous avez tout dans ce système-là, c'est-à-dire que vous avez la nutrition carbonée, vous mettez en route vos habitats, votre système, la fertilité du sol, et en plus, ça pourrait être désherbant. D'accord ? Et pour désherber, je dois avoir ces super biomasses qui étouffent, je mélange, elles doivent être en fleurs, je roule, donc je sème ou je ne sème pas, hein, parce que ce paillage-là, il va durer très longtemps. Avec ce dispositif, quelque part, on a fait une pression de sélection. Comment ? On a fait une pression de sélection. Oui. Sur les adventices. On n'a pas des situations justement d'apparition d'adventices qui Si. seraient tout à fait bien dans... Vous les connaissez d'ailleurs. Quand vous posez la question, vous connaissez les adventices qui vont arriver là-dedans. Et qui fait une commence. Oui, oui, oui. Quels sont les adventices qui, d'après vous, vont arriver, puisque vous managez comme dans la nature, vous allez vers la nature. Et bien, en fait, les adventices qui s'installent, ce sont des vivaces et des pérennes. Donc, agrostis, chêne-dent, celles de notre écosystème, en fait. Et vous allez avoir, j'ai des agriculteurs qui ont des arbres qui poussent dans les champs, des saules, des bouleaux. On parlait d'agroforesterie, ben on n'a plus besoin de les planter, ils poussent tout seuls. Hein. Donc, vous voyez, en fait, vous allez aller vers ces plantes-là, c'est-à-dire que votre flore, elle change réellement. Et donc, mon problème d'agriculteur, c'est de maîtriser cette espèce d'aller-retour, parce que ça va vers la nature et je dois m'arrêter avant, parce que je fais un métier de production. Donc, on a des séquences un petit peu difficiles. Au bout de, par exemple, on le sait, 5-6 années, on a des adventices type pérenne qui prennent pied là-dedans. Donc, la question, c'est comment on les gère réellement. Donc, c'est pas dur, hein. J'ai un désherbant, je peux le mettre.
Et pour le gars qui est en bio, ben, il ne va pas mettre de désherbant, donc il faut trouver une autre technique. Vous voyez? Et donc une des techniques pour gérer les plantes, elle est dans, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, elle est dans la biomasse ici qui doit étouffer. C'est-à-dire qu'à partir de 7 tonnes de matière sèche à l'hectare, vous étouffez votre chien dent réellement. Et si je mets un seigle, vous l'étouffez encore mieux parce qu'il est tellement agressif, ces deux cousines, d'accord? Et donc il est encore plus efficace que par exemple une févrole ou une vesse. Et donc si je mets du seigle et de la vesse, ce sera encore mieux. Et là, je suis dans l'inconnu parce que je ne sais rien sur la gestion des sols couverts et du végétal. Et donc c'est dans les réseaux qu'on apprend avec vous et les paysans, et il faut travailler ensemble. Et en fait, le grand raisonnement qui suit, mais on en parlera plus cet après-midi, c'est qu'un sol en bonne santé produit des végétaux qui sont peu malades. Il y a une vraie relation de cause à effet. On ne sait pas la mesurer, mais on la voit partout, partout, partout. Et le problème, c'est le démarrage, parce qu'au départ, tu n'as pas ton sol tout à fait en bon état, des phases de transition, et là, tu installes des maladies, d'accord, au début. C'est-à-dire, c'est le pathogène qui vient en premier, avant d'avoir tes auxiliaires et l'équilibre. Donc, il y a une phase de construction compliquée. Donc, on en parlera cet après-midi, vous poserez les questions. Bon, mais c'est fini, hein, j'ai plus rien, c'est que des photos. Ce qu'on fait, c'est des choses très simples. Donc, avec les agriculteurs, on leur apprend à faire des couverts. Là, c'est que des légumineuses. On leur apprend à mélanger des plantes associées, etc. Là, on fait de la lutte biologique et du désherbage dans du colza. Voilà. En fait, on cache le colza sous une autre plante pour que, par exemple, les insectes et les altises ne les mangent pas. Pour ça, ça marche super bien. On a mis 10 ans à mettre ça au point. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Aujourd'hui, on pense que c'est facile. Et ça a 10 ans de boulot. C'est quoi? Oh ben là, ici, j'ai de la lentille. Là, c'est lentille, vesse et févrole. Et là, c'est que de la févrole qui va geler en hiver. D'accord? Mais ce n'est pas de la science exacte parce que ça ne gèle pas partout. Hein? Et donc, tant que vous êtes conventionnel, vous avez un produit pour caler, parce que là, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour attraper, et c'est très propre. Et donc, on commence à réfléchir à tout ça. Quelles sont les meilleures successions de plantes ou les meilleurs mélanges? Je vous garantis qu'il faut acheter une paire de rames quand même. Hein? Et donc, on commence, là, on a du blé associé avec de la luzerne, et c'est une luzerne porte-graine qu'on a pérennisée. D'habitude, on n'a pas le droit de garder cette luzerne. Parce que quand elle a produit de la graine une fois ou deux, elle est détruite. Pour des raisons de traçabilité, de semences, de l'eau, de sanitaire. Et donc là, on fait des choses où on met notre luzernière en place pour porte-graines. On sait que ça peut vivre 10 ans dans ces sols-là. Et donc régulièrement, on remet du blé dedans. Donc on fait une année du blé, une année de la semence en fait. Donc on a une dérogation pour observer ça. Et je vous garantis, la productivité ne fait que s'améliorer dès lors que je laisse la paille en litière, etc. Et j'ai de plus en plus de graines qui me coûtent de moins en moins cher à produire, puisque je n'ai pas à ressemer la luzerne. Alors c'est la panique, hein, donc ça... mais on a demandé une dérogation, et chez ce gars-là, c'est impressionnant ce que ça tourne bien. Donc voilà. Donc il y avait des règles, toujours couvert, jamais touché, du carbone au sol. Voilà, c'est la première règle. Et puis après, je dois passer... l'idée, c'est qu'il y a du génie dans votre végétal et qui va vous faire le boulot si vous savez bien le gérer. Et notre travail, c'est d'apprendre, de commencer à apprendre à bien le gérer. Et il n'y a pas d'autre chose que le terrain et le local qui y arrive. Voilà. Place aux arbres. Merci, ouais, quand même.